On va commencer. Je vais faire l'introduction. Après, j'ai passé la parole à Cédric Pradel, qui va être notre modérateur du jour, que je vais laisser se présenter par la suite. Mais Cédric est aussi, au-delà d'être un expert de la cybersécurité présent sur le territoire, il est aussi à la genèse de l'Agence caribéenne de cybersécurité. Il nous en parlera tout à l'heure. Olivier Cotarel, tu es DSI, Olivier? DSI du groupe Nesmont, qui nous partagera son retour d'expérience post-attaque cyber. Et le colonel O'Haro qui conclura par la suite aussi pour donner la vision, j'ai pas envie de dire répressive, parce qu'il n'y a pas que le côté répressif au niveau de la gendarmerie, mais qui donnera aussi les bonnes pratiques pour gérer des situations de cybersécurité, les anticiper. Donc voilà, je vais passer la parole à Cédric qui va introduire un peu le contexte de la cybersécurité sur nos territoires et qui va modérer cet échange. Cédric, je te laisse la parole. Merci, Alix. J'essaie de mettre ta caméra, ce serait top. Voilà. Et je vais même changer de caméra. Je vais basculer sur celle-ci. Hop là. Integrated camera. Voilà. Bonjour à tous. Donc, comme Alix l'a indiqué, effectivement, donc Cédric Pradel. Ça fait à peu près 5 ans que j'ai créé, dans un premier temps, j'ai créé une société en cybersécurité sur nos territoires, qui travaille déjà depuis ce temps-là sur nos territoires. Très rapidement, je me présente très rapidement. Donc, Cédric Pradel, je suis ingénieur de formation. J'ai passé surtout 10 ans dans les armées en tant qu'officier de marine, sur tous les sujets de cybersécurité et cyberdéfense. Et après cela, donc, je suis parti dans le civil pour notamment travailler, j'allais dire servir, pour travailler pour des groupes du CAC 40. Entre-temps, donc, en arrivant sur nos territoires, et ça va permettre en fait de faire l'introduction un petit peu au sujet. Je suis arrivé sur nos territoires sur les questions de cybersécurité parce qu'il y avait un très gros opérateur qui s'était fait pirater il y a maintenant 6 ans. Et il avait été confronté à un sujet que je pense que beaucoup rencontreront et certains ont déjà rencontré, c'est le coût de la remédiation. Et le coût de la remédiation peut être très, 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 très important dès lors que les intervenants ne sont pas sur votre territoire. Et en plus, ça remultiplie, le facteur multiplicateur, c'est également le fait d'être complètement dans l'urgence, de n'avoir aucun contrat ou aucun abonnement à ce qu'on appelle des groupes d'intervention rapide. Ça augmente les choses. Dans tous les cas, en fait, cet opérateur qui était, pour information, un opérateur d'importance vitale, a été piraté. Le piratage a été assimilé un petit peu au piratage de TV5 Monde, pour ceux qui l'avaient suivi. L'ANSSI, qui était intervenu à distance en conseil, avait indiqué que ce qu'il fallait faire, c'est simplement changer quasiment tout le SI. C'est de là, effectivement, que je me suis dit que c'était peut-être bien que sur ces territoires-là, qu'il y a quelque chose à faire. Donc, en arrivant en 2017, en 2018, on a créé le CLUSIR Caraïbes. Donc, le CLUSIR Caraïbes, c'est l'émanation régionale du CLUSIF. Le CLUSIF, c'est une association maintenant qui est reconnue d'utilité publique sur les questions de cybersécurité. Au bout de 4 ans, on s'est rendu compte en fait qu'on arrivait un petit peu au bout de ce qu'on pouvait faire avec le volontariat, sachant que l'une des difficultés que l'on a sur nos territoires, c'est un petit peu l'absence de l'ANSSI et d'un certain nombre d'acteurs. Ce qui me permet en fait de faire la transition maintenant sur l'agence. Donc l'agence caribéenne, l'objectif c'est quoi? Simplement de pouvoir mutualiser les capacités. Non, pardon. De pouvoir mutualiser en fait différents territoires pour atteindre une taille critique. Atteindre une taille critique afin de développer un certain nombre de choses. L'une des premières choses, c'est un centre de réponse à incident. Un centre de réponse à incident, ça permet de pouvoir, exemple, vous avez un incident de sécurité qui arrive chez un commerçant, on va dire par exemple la distribution. L'objectif, c'est d'être en mesure de pouvoir surtout pas de faire de concurrence aux entreprises, mais d'être en mesure de pouvoir récupérer cette information-là, la traiter et alerter les autres, soit du même secteur, et qui peuvent être concernés. C'est également un centre d'alerte sur tout ce qui peut se passer sur les questions de cybersécurité. Le gros sujet également que nous avons sur nos territoires, c'est qu'il n'existe absolument aucun chiffre. Il n'y a pas d'observatoire.
Dès lors que l'on reprend des chiffres, c'est souvent des chiffres nationaux et au pire, des chiffres au niveau mondial qui ne se traduisent pas réellement en fait la menace sur notre territoire. Donc il y a vraiment un très gros travail sur cette question-là, de réaliser également un observatoire. Troisième axe, c'est l'axe de la résilience, de la souveraineté et de la résilience. L'objectif, on est sur une île, pour ceux qui ont déjà travaillé dans l'Hexagone, lorsque vous travaillez à Paris La Défense, la question de la fibre, en fait, la question de la fibre, c'est plutôt si vous voulez en rajouter une, c'est à ce moment-là que ça commence à devenir compliqué. Tandis que sur nos territoires, on a deux sorties qui nous permettent de sortir au niveau Internet de nos îles. Donc, l'un des objectifs, c'est de pouvoir renforcer, en fait, de façon générale, nos réseaux, notamment en cas de cyclone et autres. L'autre gros volet, l'avant-dernier volet, c'est la question de l'acculturation. Ce qui est fondamental en général en informatique, on a tendance à dire que le problème est entre la chaise et le clavier. En sécurité, nous, ce qu'on indique, c'est que la première barrière de défense, elle est entre la chaise et le clavier. Si on n'a pas sensibilisé le personnel, si on n'a même pas sensibilisé d'ailleurs les usagers, ce sont des failles de sécurité qui peuvent coûter très cher aux entreprises et également aux particuliers. Donc il y a un gros axe sensibilisation et formation. Le dernier axe, c'est un axe lié à la représentation, qu'elle soit nationale ou sur la grande région Caraïbe. Nationale, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de réglementations. J'ai entendu que quelqu'un était dans l'e-commerce, je crois. Donc, exemple, il y a une loi qui a été votée maintenant qui concerne le cyberscore. Le cyberscore a été voté en novembre 2021. Le degré d'application devrait très prochainement sortir. Eh bien, comment va-t-on appliquer tout cela sur nos territoires? Sachant que c'est un coût qui n'est pas négligeable. Si on n'est pas proche des instances nationales pour pouvoir porter, je n'aime pas parler de spécificité, mais plutôt en fait nos réalités, eh bien, ça risque d'être compliqué. L'autre volet, c'est également de pouvoir s'ouvrir également au reste des Caraïbes, puisque certaines d'autres îles des Caraïbes nous interrogent, puisqu'ils ont des propositions américaines, ils ont des propositions chinoises. Donc, ils se demandent qu'est-ce que la France et l'Europe, surtout, pourraient proposer sur ces questions-là. Maintenant, pour terminer, puisque là, en dehors de présenter l'agence, l'objectif, c'est également de présenter les enjeux. À mon sens, les enjeux, très souvent, l'enjeu que l'on voit, c'est surtout l'enjeu, entre guillemets, et ce qui est tout à fait normal, c'est opérationnel. C'est faire en sorte que l'entreprise puisse continuer à tourner, parce que l'ensemble de nos entreprises, il n'existe quasiment pas d'entreprise, d'activité qui ne soit pas maintenant, qui nourrisse une certaine addiction en fait à son SI, une forte dépendance. Et on le constate notamment lorsque le système d'information ne fonctionne pas. Donc le premier enjeu, il est simplement économique, faire en sorte que l'entreprise continue à tourner. L'avantage pour nous en sécurité, c'est pour chiffrer le coût d'une perte, et ben, jour d'interruption égale jour de perte de chiffre d'affaires. L'autre enjeu, il est également humain, social, c'est-à-dire que c'est également un enjeu également d'emploi sur nos territoires, mais également un enjeu également d'efficacité. La sécurité doit participer à l'efficacité du SI, à sa performance. On a complètement dépassé l'époque de ce qu'on appelait les RSSI, donc les responsables de la sécurité de l'information, qui étaient qualifiés un petit peu de ayatollah. Si vous avez ce type de personnes-là qui ont qualifié d'ayatollah, qui mettaient en place des grandes règles qui empêchaient le business, c'est que cette personne-là n'a pas compris. La sécurité doit être là pour accompagner le business, accompagner l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui est vraiment fondamental. L'autre point, et qui n'est pas des moindres, c'est également un enjeu de conformité réglementaire et juridique de façon générale. La réglementation se renforce chaque jour. J'ai parlé du cyberscore. D'autres entreprises vont être concernées par les directives NIS. D'autres entreprises vont être concernées par les PCI DSS, tout ce qui est carte bancaire. Il y en a d'autres encore. Donc, ça va être vraiment petit à petit un enjeu réglementaire. Dès lors que l'on parle d'enjeux réglementaires, on ne peut pas mettre de côté le RGPD, parce que le RGPD, même si on parle uniquement de protection des données et que certaines personnes souhaitent se placer uniquement au niveau juridique, mais je vais prendre juste l'exemple d'EDF qui a été sanctionné ce jour d'une sanction administrative de 600 000 €, c'est notamment également pour des questions de sécurité. Tout cela pour dire que les enjeux de sécurité se placent aussi bien au niveau
économique de la production pour l'entreprise, juridique parce qu'il y a des enjeux de conformité juridique, mais également donc de performance du SI et également au niveau social et au niveau social et au niveau humain pour l'ensemble de nos sociétés. Et je terminerai juste par un enjeu qui est beaucoup plus difficile à prendre en compte, qui à mon sens, c'est également un enjeu lié à la sécurité économique, et c'est certainement celui qui est le plus difficile parce que les entreprises ne sont pas directement concernées par celui-ci, du moins ils ne le perçoivent pas toujours immédiatement, mais il y a également un enjeu notamment de sécurité économique parce que l'une des premières choses qui se passe, notamment nos alliés anglo-saxons qui sont beaucoup plus sensibles à ces questions d'intelligence économique, la fuite d'informations. On voit que sur nos territoires, il n'y a personne, je crois, de la DITS qui est présent, mais on travaille beaucoup avec eux sur les questions justement des investisseurs américains, des investisseurs étrangers qui se présentent même sur nos territoires, la petite Guadeloupe par rapport à l'Hexagone, ils se présentent et il faut savoir que le numérique est un élément très important pour récupérer beaucoup d'informations et pas que techniques sur les entreprises. Voilà, je voulais terminer là-dessus et donc ce qui est important, c'est de prendre compte de l'importance du SI. Il y a une tendance également dans l'Hexagone, je ne sais pas si c'est le cas dans vos différentes sociétés, mais les DSI et même maintenant les directeurs de la cybersécurité rentrent dans les CODIR et dans les COMEX. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un véritable enjeu stratégique pour les entreprises. Et cela, pour vraiment se traduire, pour vraiment le prendre en compte, il faut anticiper. Si on n'anticipe pas, ce n'est pas le jour où la maison brûle que l'on se demande comment on fait pour éteindre l'incendie. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on fait entre chaque intervenant ou après, mais je te recède la parole, Alix. C'est une très belle transition que tu as faite là, parce que en parlant de gouvernance, c'est aussi le sujet que je souhaiterais aborder avec Olivier. Cette notion de gouvernance, cette notion du DSI qui n'est plus un simple ayatollah. Pour avoir beaucoup échangé avec toi, tu as une vision business qui est très très forte. Donc, comment tu peux nous partager ta vision? La vision. On a perdu Alix. Bon, c'est vrai qu'il faut que vous partagiez votre vision business, j'ai l'impression. Moi, je veux bien la partager, j'ai aucun souci, mais je pense qu'il a dit Olivier. Mais j'ai aucun souci là-dessus, puisque je suis un grand convaincu qu'on ne fait pas de l'informatique pour l'informatique, on ne fait pas de la sécurité pour la sécurité, on le fait pour un business. Et ce que je trouve formidable avec les Américains, c'est que lorsqu'ils font de la sécurité, ils le revendent à leurs clients. Et ça, c'est une chose qu'il faut qu'on en apprenne à faire, nous, Français, ne pas avoir la sécurité ou peu importe autre évolution comme une contrainte, mais de voir en fait les leviers qu'il peut y avoir derrière. On attend Alix. Non, je pense que vous pouvez continuer. Alors, il y a deux choses. Soit, effectivement, on développe la question d'Alix sur l'IT, la cybersécurité et le business. Soit, le voilà, non? Soit je déroule ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire on a beaucoup parlé, nous, en termes de cyber, on a beaucoup parlé de l'aspect technique. Bon, on a eu maintes fois l'occasion de s'exprimer sur ce qu'on avait mis en œuvre sur les changements. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de descendre justement, comme le disait Cédric, entre la chaise et le clavier. Et nous, je suis Olivier Cotarel, je suis le DSI du groupe Nesmond. Le groupe Nesmond, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 postes de travail et 10 VM, voilà, pour les grands chiffres. On a été victime fin décembre 2020 d'une cyberattaque par cryptolocage, c'est-à-dire que l'ensemble des données informatiques étaient encryptées et n'étaient plus lisibles. Et à l'époque, on avait vraiment le sentiment d'être à l'abri de ce type d'attaque, d'une part parce qu'on était convaincu de ne pas être une cible, parce que voilà, on était une PME aux Antilles, bon, on n'avait pas de données stratégiques qui nous semblaient monétisables. Et d'autre part parce qu'on investissait régulièrement et conséquemment dans nos infrastructures, en matériel, en licence, en service, en antivirus, en protection, en cyberprotection, mais sans réelle gouvernance, c'est vrai, et plutôt au fil des suggestions qui pouvaient être faites par les prestataires, les rencontres, etc.
Donc on se sentait ni ciblé ni potentiellement vulnérable. Après la cyberattaque, on a fait le choix de reconstruire notre infrastructure en repartant de zéro. D'une part, pour ne pas prendre le risque de réactiver des backdoors ou des spyware ou des choses qui auraient pu être laissées par les pirates, ça c'est très important. Et puis vraiment, comme on avait quand même pas mal de VM et que c'était des VM qui tournaient beaucoup, qui étaient très connectés, on voulait vraiment repartir from scratch. Et on voulait aussi se donner la possibilité de reconstruire une infrastructure et une organisation qui n'hériterait pas en fait des erreurs, des lourdeurs et des modèles obsolètes du passé. Donc on pourra aborder un petit peu plus tard les modèles de gouvernance, etc. Ce que je voulais juste aborder ici, qui me paraissait intéressant, c'était parce que j'avais 15 minutes, même pas, c'était ce que cette cyberattaque avait changé dans l'appropriation des utilisateurs. Alors, utilisateur, ça va de l'utilisateur lambda qui a une messagerie et un pack office à la direction générale. Est-ce que ça avait changé dans la perception et dans l'appréhension en fait de l'IT et de la sécurité informatique? Au niveau des utilisateurs, donc premier changement de taille, c'est vraiment par rapport aux utilisateurs. On a vraiment constaté de manière significative, et sans qu'on ait de travaux de sensibilisation à faire, puisque la sensibilisation, je dirais qu'elle avait été faite, ça faut bien le comprendre, une cyberattaque, c'est hyper traumatisant pour tout le monde. Donc une fois qu'on a été cyberattaqué, il y a plein de choses terribles liées à la cyberattaque, mais il y a une chose fantastique, c'est que je dirais que la sensibilisation, il n'y a plus besoin de la faire. Et c'est un petit peu, comment dire, le chemin je pense, quand on fait de la sensibilisation comme on fait aujourd'hui, qu'on souhaiterait que les entreprises empruntent, c'est d'éviter de passer par la case cyberattaque pour que tout le monde soit sensibilisé. Et au niveau, alors je vais descendre donc au niveau entre la chaise et le clavier, vraiment au niveau des utilisateurs, nous ce qu'on a vraiment constaté, c'est qu'on est passé quelque chose de très pragmatique et parlant, c'est les mots de passe. On est passé de mots de passe à 8 caractères que les gens choisissaient, où on demandait simplement une majuscule, un chiffre et un signe, je crois, et que les gens choisissaient généralement en plus le même que Facebook, si possible, et qui occasionnait des grognes répétitives voilà, des utilisateurs parce que c'était trop compliqué, parce que c'était pénible, parce qu'il fallait rajouter un plus au mot de passe Facebook, etc., à des mots de passe imposés, totalement hétérogènes, avec plusieurs signes, plusieurs chiffres qui ne veulent strictement rien dire, qui font souvent plus de 10 caractères, et en plus de la MFA. Aujourd'hui, quand on est passé sur ce modèle-là avec des mots de passe maîtrisés par la DSI et la MFA, on n'a eu aucune grogne et on a eu une adhésion totale des utilisateurs. Ça a été vraiment très confortable et ça nous permet aujourd'hui d'être garanti en termes d'usurpation et d'usurpation d'identité, hein, parce que c'était l'origine de l'attaque qu'on a eue, d'être quand même protégé au mieux, parce qu'une fois qu'on a mis effectivement des mots de passe très durs, des mots de passe uniques qui ne vont pas être repris sur les réseaux des particuliers, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les messageries, on a cette garantie quand on met des mots de passe complexes comme ça, parce qu'ils sont tellement rédhibitoires que les gens ne les utilisent pas. Eh bien, on a mis de notre côté le maximum, je dirais, de garantie, en tout cas, pour se protéger, ce qui ne veut pas dire qu'on est invulnérable. Donc ça, c'était, voilà, on a d'autres signes aussi chez les utilisateurs. Par exemple, un mail non parvenu ou un mail qu'on ne recevait pas ou un mail qu'on ne pouvait pas envoyer, c'était la fin du monde. C'était généralement des emails, je dirais, sportifs qu'on pouvait recevoir. Aujourd'hui, quand on a un mail qui n'est pas reçu par le destinataire, la personne à l'origine du mail, en règle générale, nous envoie un ticket avec une copie d'écran, le mail de back qui est revenu non remis et une demande de vérification sur l'anti-spam, sur la solution de filtrage. Donc il y a aussi, on voit bien chez les utilisateurs, une conscience et comment dire, une connaissance de comment fonctionne aujourd'hui l'envoi d'un mail. C'est pas un simple mail et on n'a plus de comparaison idiote entre notre Exchange avec notre AD online, etc., notre Azure AD et le Gmail qui effectivement est plus fiable, mais voilà, est piraté quasiment, très régulièrement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a constaté, hein. Les gens se sont intéressés, on les a aussi forcément, comme on a tout reconstruit avec eux, puisqu'on était dans le dur, ils ont participé, les utilisateurs n'étaient jamais très loin de toute cette organisation qu'on montait, et donc du coup, ils en ont conscience. C'est ça qui est très intéressant pour construire avec eux la sécurité globale du système d'information. Un déni d'accès... Pardon ?
excuse-moi, si je comprends bien, il y a une forte inclusion en fait de l'ensemble des collaborateurs dans tout ce processus. Vous n'avez pas fait ça, la direction d'un côté, les équipes de l'autre, tout le monde était quelque part Si tu veux, Alix, je vais pas nous envoyer des fleurs, je dirais, je vais pas nous envoyer des lauriers aussi gros, mais ce qui est vrai, c'est que c'était induit, parce que quand tu n'as plus une messagerie et que tu vas remonter ton Azure AD, que tu vas remonter ton Exchange et que tu vas expliquer aux gens qu'on va y aller progressivement, que ça va passer quand tu vas mettre en place un anti-spam from scratch, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de quelque chose qu'on a fait évoluer, c'est-à-dire que tu repars vraiment à zéro, que tous les mails sont bloqués quasiment, et que tu vas les libérer progressivement, et que tu vas donc informer les gens de comment ça fonctionne, de ce qu'ils doivent nous envoyer pour qu'on les aide à recevoir le mail, etc. En fait, tu n'as pas d'autre choix, sinon après, alors là, ça serait l'inverse, c'est-à-dire que les gens, soit ils pèteraient les plombs, soit ils se retireraient complètement du système, mais de les intégrer et de leur expliquer ce que tu fais, parce que de toute façon, ce que tu vas faire quand tu le fais, et Cédric le disait très bien, quand on est en reconstruction, on est dans une urgence totale. Donc on fait forcément, on est dans la demi-mesure tout le temps, on est dans le demi-projet, on est dans l'inachevé et on est dans l'imparfait. Donc on est obligé d'impliquer l'ensemble de l'organisation au maximum dans tout ce qui se passe, ne serait-ce que pour avoir leur indulgence. Quand on comprend les enjeux et les problématiques, on a une part d'indulgence des utilisateurs et on les a avec nous. Et c'était plus, je dirais que c'était plus par intérêt que par empathie ou par réel, voilà, même s'il y en a, effectivement. Mais voilà, pour répondre à ta question. Ok, top, mais en tout cas, dans ma posture, c'est toujours par intérêt l'inclusion quelque part. Je suis désolé de le dire comme ça, parce que l'idée, c'est pas quand même de se mettre en confrontation avec les équipes, parce qu'on sait que quand on est en confrontation avec les équipes, les choses n'avancent pas réellement. Donc, il y a cette nécessité, c'est le point que je voulais mettre en exergue, la nécessité de mettre en place la gouvernance et l'inclusion avec les collaborateurs, qu'elle soit subie ou voulue, mais elle est nécessaire. Excuse-moi, tu m'as coupé. Non, je t'en prie, je préfère, moi, je suis plus à l'aise avec un échange, Alix, que de faire du narratif. Ouais, et donc, ce que j'avais noté, c'est qu'on était vraiment passé d'une posture passive, empreinte de critique et tournée vers l'exigence basique, à une posture active et une posture tolérante et participative. Et ça, c'est vraiment, chez les utilisateurs d'une manière générale, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent très fort. Alors, c'est pas forcément, je dirais, complètement homogène, c'est pas 100%, etc. Mais clairement, quand on replonge dans l'administration réseau, dans la gestion de parcs, etc., ce qu'on est obligé de faire de toute façon quand on repart de zéro, c'est vraiment quelque chose qu'on a ressenti de manière très, très forte. Le rapport avec Internet aussi a énormément évolué. On avait dans le passé, voilà, un prestataire qui souhaitait bénéficier de la connexion Internet chez nous. Bon, on lui donnait l'autorisation de sortir sur Internet depuis sa page IP. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, une ouverture vers Internet depuis nos réseaux, c'est une fiche de paramétrage, c'est une validation par une cellule technique qui est chez notre prestataire, et puis après, c'est un échange où on ouvre effectivement uniquement les ports, les flux, les protocoles qui vont être dédiés à cet échange. On ne fait plus de l'ouverture, comment dire, à tout azimut. Et quand justement les directeurs de filiales sont confrontés à ce type de demande, ils ont plutôt tendance à avoir un petit peu de sueur qui coule parce qu'ils savent que ça va être compliqué et qu'on va être extrêmement pénible et surtout que ça ne marchera pas du premier coup. Parce qu'à partir du moment où on met du filtrage, à partir du moment où il y a des règles et des politiques, forcément, il y a des exceptions qui ne sont pas gérées, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc on va y passer du temps. Ça va être chronophage, mais on sait aussi que c'est pour le bien et l'intégrité de nos infrastructures. Et ça, là, on est monté au niveau des directeurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement acquis et qui est intégré. C'est-à-dire qu'il y a même plus l'idée je dirais, d'un agacement ou de choses comme ça. Et ça, c'est aussi des marqueurs très forts dans comment dire, la compréhension et l'assimilation en fait des enjeux cyber. On compare plus, j'avais régulièrement avant la comparaison Internet ça marche à la maison, purée, vous n'êtes pas foutu de faire fonctionner Internet, putain, moi j'ai plus de débit à la maison, j'ai tout ce que je veux, je peux aller où je veux, et là voilà, j'ai des dénis d'accès, des choses comme ça. Bon, ça on n'est plus du tout là-dessus aujourd'hui, quoi. Donc, la culture de l'ensemble de l'entreprise et du groupe a évolué au-delà de la cybersécurité du rapport Internet.
Voilà, le rapport, Internet, c'est vraiment c'est le nerf de la guerre. Hein, je veux dire, ça passe a priori une cyberattaque, ça passe par là. Donc effectivement, chacun a bien compris, voilà, que c'était la porte d'entrée, que c'était un outil extraordinaire, ça tout le monde le sait, mais que c'était aussi la porte d'entrée à tous les problèmes qu'on pouvait avoir sur le système d'information. Donc ça, c'était vraiment, on s'est placé vraiment au niveau filial, alors j'ai 2-3 petites anecdotes encore, mais au niveau filial, direction utilisateur. Au niveau de la direction générale, c'est clair qu'une cyberattaque, déjà, en premier lieu, ça va rapprocher de manière extrêmement forte la direction générale de la direction des SI, ça c'est obligatoire, puisqu'on va poser des choix qui vont engager la continuité même de l'activité de l'entreprise. On va en poser plusieurs par jour, alors qu'on avait l'habitude d'en poser au mieux 1 ou 2 par an avec la direction générale. Là, c'est plusieurs par jour, plusieurs choix qui vont, en fonction des décisions qui seront prises, orienter correctement ou au contraire accentuer la vulnérabilité des systèmes. Donc là, on est dans une espèce de cocon extrêmement, je dirais, extrêmement fort. Et puis, après cette période de crise, qu'est-ce qui reste? Il va rester des instances qui vont être dédiées, en fait, à la prise de décision sur tout ce qui va concerner la cybersécurité, avec un système décisionnel qu'on aura rodé pendant la cyberattaque, qu'on aurait pu faire bien avant, c'est un peu dommage, c'est clair, et qui va remettre, en fait, l'IT et la cybersécurité au centre de la stratégie de l'entreprise. Et le changement fondamental dans la prise de décision, c'est qu'on n'est plus sur des décisions qui vont être orientées budget, c'est-à-dire combien ça va coûter. C'est un peu ce qu'on nous demandait toujours. Bon, ok, on écoute d'une oreille distraite, mais combien ça va coûter? Mais on va vraiment revenir aux besoins, à l'analyse du risque, à essayer effectivement de mesurer quelle est la criticité en cas d'attaque et quel est le potentiel de subir ce type d'attaque. Et en fonction, on va prendre une décision. Et l'analyse du coût devient secondaire. Bon, évidemment qu'on n'a pas les bourses sont pas ouvertes là, parce que ce qu'il faut bien savoir quand même avec la cybersécurité, et ça personne va me contredire, je pense, c'est qu'en fait c'est un trou sans fond. Enfin, c'est-à-dire que là, il y en a pour tous les budgets, mais vraiment pour tous les budgets. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on peut y mettre 10 000, mais on peut y mettre 1 million, hein, ou même 10. Donc, c'est toujours un choix entre, effectivement, cette criticité, c'est ce facteur des possibles, et derrière, malgré tout, une composante financière. Si je peux me permettre de reformuler avec ma vision non DSI, c'est un peu de se dire qu'on passe d'une gouvernance au budget et une gouvernance au retour sur investissement, en fait. Alors, le retour sur investissement, si tu veux, il n'est pas mesurable. Le retour sur investissement, tu le mesures 1000 fois quand tu as été cyberattaqué, et tant que tu n'as pas subi de cyberattaque, je dirais que de toute façon, ça reste un centre de coût plus ou moins sulfureux. Hein, voilà, c'est pas. Donc c'est ça qui est très compliqué, et je pense à Cédric Pradel, là, dont c'est le métier, c'est que on se protège de choses qui ont malgré tout, alors qui arrivent de plus en plus, donc c'est vrai que ça devient aussi quand même, le discours passe de mieux en mieux, mais qui ont une chance d'arriver. Et quand elles arrivent, c'est le chaos. Mais la probabilité pour qu'elles arrivent, elle est malgré tout relativement faible au regard du nombre d'entreprises en activité exposées, etc. Donc, c'est ça aussi, à mon avis, un des vrais problèmes de la cybersécurité, c'est que quand on n'y a pas été confronté, globalement, on a tendance à se dire, bon, alors c'est soit que je suis bien protégé, soit que je suis pas une cible, mais on était dans cette posture, hein, je veux dire, on n'a pas de, je veux dire là-dessus, on n'a pas de laurier à en tirer. Nous, on a été cyberattaqués. Donc, on a été cyberattaqués et on a décidé qu'on mettrait tout en œuvre pour ne plus l'être, et si on l'était, d'avoir vraiment anticipé. Et ce que je disais notamment dans l'engagement et l'implication de la direction générale, c'est qu'on peut avoir des discussions avec la direction générale, on peut parler de DR, de XDR, de SOC, de NOC, de Firewall, de MFA, sans se faire traiter de grossier personnage ou être dégagé de la réunion. On va entendre PRA, dont l'acronyme était complètement ignoré jusque-là, devenir le terme le plus employé dans les réunions IT par la direction générale. Ça devient le nerf de la guerre, le fer de lance. Donc voilà, les choses changent vraiment, il y a une réelle appropriation, et on peut construire dès lors
quelque chose de cohérent et d'adapté à nos structures. T'en penses quoi, Cédric? Parce que lors d'un dernier événement auquel j'ai pu participer sur le sujet où il y avait, c'était avec la gendarmerie, l'agent de la gendarmerie qui était là disait que la question n'est pas de savoir si on va se faire attaquer, mais quand on sera attaqué. Ah. On l'est tout le temps. Pour moi, c'est complètement évident. D'ailleurs, c'était directeur du FBI qui avait sorti cette phrase et maintenant elle est reprise. Effectivement, il a tout à fait raison. Mais alors maintenant que l'on a pris en compte notamment la menace ransomware, donc les fameux virus malware qui viennent crypter vos données, il faut faire attention qu'il n'y a pas que ça en fait. C'est juste la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire tout ce qui se faisait avant se fait encore, sauf qu'on ne se préoccupe pas. Moi, ce que je voulais indiquer, c'est que ce qui est fondamental, parce que ce qui est abordé justement par Olivier, c'est un petit peu la crise et comment on va piloter tout ça. Ce qui est fondamental, même si on est dans le numérique, c'est la communication. Dès lors que l'on essaye de l'indiquer, notamment dans la gestion de crise, c'est qu'ils ont communiqué également, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, Olivier, mais vous avez également organisé, entre guillemets, la communication avec les salariés, bien sûr avec la direction générale, mais ça ne s'est pas fait, entre guillemets, sous un coin de table ou dans une salle sombre entre informaticiens. Et pour moi, au-delà de ça, ce qui est fondamental vraiment à tout cela, c'est que la direction générale soit impliquée. Si la direction générale n'est pas impliquée, honnêtement, ça sert quasiment à rien de le faire parce que vous n'aurez pas les moyens et vous n'aurez pas les moyens que ce soit financiers, mais également organisationnels de pouvoir faire les choses. Donc, je pense que le plus gros succès ou la chose la plus importante que Olivier a réussi à faire, c'est d'embarquer sa direction générale. Et ça, c'est vraiment pas évident. Ensuite, l'autre point, et j'apprécie beaucoup entendre ce mot-là, c'est le mot risque. Au-delà, en fait, de faire une analyse du retour sur investissement, en fait, ce qu'ils font, et c'est la chose à faire en sécurité, c'est qu'on fait un pilotage par les risques. Si vous ne faites pas un pilotage par les risques, eh bien là, c'est à ce moment-là que ça devient très compliqué. Et c'est ce qui doit permettre effectivement de savoir, est-ce que je vais mettre de l'argent sur telle ou telle solution? La question, c'est combien je risque de perdre. Moi, par exemple, dans un grand groupe qui est un gros acteur français de l'e-commerce, avec plus de 10 millions de comptes, de clients, s'est retrouvé en fait face à la question des cartes bancaires. Mes cartes bancaires, sur mes sites e-commerce, puisqu'il y en a plusieurs, qu'est-ce que je fais? Donc, il y a toutes les équipes marketing qui voulaient absolument garder les cartes bancaires parce qu'on fait beaucoup de choses avec. Sauf que au niveau sécurité, on a commencé effectivement à indiquer que quand on conserve les cartes bancaires, c'est la société qui porte le risque. Il y a des normes, il y a PCI DSS. Enfin, quand tout se passe bien, il n'y a pas de problème. On est copains avec les banques, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'il y a un problème, la question c'est qui va porter le risque. Et dès lors, le sujet a été présenté au PDG du groupe. Et la question elle a été très simple, et la question a été résolue de façon relativement simple. C'est que interdiction d'avoir des données bancaires au sein du groupe. Vous allez me dire comment on fait? On externalise vers une société qui est certifiée PCI DSS, dont c'est le métier tout simplement. Mais vous voyez que juste sur une question qui est purement une question de sécurité, on a un enjeu financier derrière. Et ça, qui peut le trancher à part celui qui porte le risque? Et celui qui porte le risque, c'est fondamental de l'identifier. C'est la direction, c'est le directoire. Donc, merci beaucoup, Olivier, de cette intervention. Et là, tu mets l'accent sur un point qui est intéressant, c'est de se dire que l'aspect sécurité n'a pas été contre la vision business. L'idée n'a pas été de dire on ne garde pas les cartes bancaires, on les externalise sur un prestataire dont c'est le métier. Comme ça, tout le monde est content, le marketing a ses données et la sécurité a fait son travail. Il y a madame... Oui, juste pour réagir à ce que tu viens de dire, moi, c'est ce que je disais lorsque dans l'Hexagone, j'intervenais beaucoup en école, et c'est ce que je disais à mes étudiants. Vous êtes dans une entreprise, même si vous êtes en sécurité, l'objectif, c'est que l'entreprise tourne pour vous payer. Si l'entreprise ne peut pas faire de business, elle ne pourra pas vous payer. C'est aussi simple que ça. Donc, bloquer pour bloquer, ça n'a absolument aucun sens. Donc, à un moment, il faut redescendre sur Terre. Il faut vraiment prendre en compte
pour moi, il n'y a qu'une seule façon de faire de la cybersécurité. D'ailleurs, cybersécurité, pour moi, c'est un thème marketing. Ça n'existe pas, la cybersécurité. La seule chose que l'on doit faire, c'est la gestion des risques. Et dès lors qu'on part, en général, quand j'ai des commerciaux qui commencent, ou je rencontre des gens qui commencent à me dire, oui, la cybersécurité, je commence déjà à décrocher puisque je sens que c'est du pipeau qu'on va me sortir, si vous me permettez de parler ainsi. Pour moi, la seule chose qui prévaut, c'est vraiment l'analyse de risque. J'installe ça, pourquoi? Si vous n'êtes pas capable de répondre, ben, passez votre chemin. Et c'est pas mettre un firewall pour mettre un firewall, mettre des fils pour mettre des fils. Il y a une question derrière de l'objectif. Exactement. Il y a Madame Sozo qui a une question et qui a levé la main. Oui, merci. Moi, je travaille avec une plateforme Shopify qui héberge mon site internet et celui qui récupère les cartes bleues et les paiements clients, qui est une paiement sécurisé. J'aurais voulu avoir votre avis sur Stripe, parce que c'est Stripe qui s'occupe et qui prend évidemment une commission sur tout ce qui est paiement sécurisé. Et j'ai eu beaucoup de mes clients qui m'ont dit nous, on n'arrive pas à payer, on ne comprend pas, ça nous demande plein d'informations. Et pourquoi ils ne gardent pas nos cartes bleues, nos identifiants cartes bleues? Et pour cette raison, en fait, je comprends pourquoi, effectivement, moi, je n'ai rien à faire de ces cartes bleues, de ces numéros de carte bancaire, parce que moi, je suis à échelle mondiale, une petite structure, toute petite, minuscule, microscopique. Mais c'est pour ces questions, on a l'habitude de vouloir mémoriser tout et on ne veut plus faire l'effort de rentrer ses propres cartes bleues. Et je me dis qu'on n'a pas la conscience, évidemment, des risques qu'on peut prendre à chaque fois, nous, en tant que pas client, mais en tant qu'entreprise, si jamais un client se fait pirater. Enfin voilà, c'était ça mon point et je voulais savoir si vous, qu'est-ce que vous pensez de Stripe qui propose ces services et est-ce que c'est suffisamment sécurisé? Voilà, c'était ça ma question. Pour qui la réponse? Il y a deux visions différentes. Hein. Il y a celui qui a mis en place la plateforme e-commerce avec les outils et il y a l'expert cybersécurité. Les deux peuvent donner leur point de vue. Moi, du point de vue sécurité, la première chose, c'est que Stripe est PCI DSS. Donc, ils sont certifiés PCI DSS, donc c'est déjà une très bonne chose. Mais ensuite, ce qui reviendra aux vendeurs, aux marchands, c'est la configuration. C'est la configuration parce que vous avez toujours la possibilité de régler le curseur, même si maintenant c'est quasiment toujours par défaut, sur les sécurités que vous mettez pour les paiements. C'est-à-dire, même si maintenant, avec les nouvelles réglementations, je ne sais pas maintenant quelle liberté vous avez, maintenant, systématiquement, la banque vérifie que c'est bien la personne qui détient la carte qui fait le paiement, par exemple. Ça, vous n'avez plus de liberté de manœuvre là-dessus, je crois. Voilà, je parle un peu comme un militaire, désolé, c'est ressorti. Effectivement. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, effectivement, maintenant, il y a écrit quand même le degré de fraude qui est extrêmement... ça me donne un curseur, effectivement, si le risque est élevé ou si c'est une fraude. Tout est bien réglementé, effectivement, mais ils prennent de grosses commissions sur mes ventes. Ça, c'est sûr. Oui. Voilà, ce que j'ai dit, au niveau sécurité, c'est PCI DSS et ensuite, merci parce que ça permet d'aborder un sujet qui est très important à mon sens au niveau de la sécurité. C'est en fait que toutes les entreprises, aucune entreprise quasiment ne fonctionne toute seule dans son coin. Elle a des tiers, c'est-à-dire qu'elle a des partenaires, elle a des prestataires, etc. Et il est fondamental de prendre en compte en fait que le prestataire, le partenaire, le bénéficiaire même peut être également une source de menace. Et l'une des premières choses qui va encadrer en fait cette menace-là, dans ce risque-là, c'est le contrat. Ça veut dire que Stripe, c'est une société américaine, et bien il faut regarder ce qui est dans les contrats. Surtout les sociétés américaines, parce que les sociétés américaines, c'est pas comme nous Français. Ils font appel systématiquement à des cabinets d'avocats. Et typiquement, quelle est la réglementation qui est applicable? Stripe, je pense que c'est la réglementation américaine. Donc, pour moi, ce qui va être vrai, juste pour insister sur un point, c'est attention, même sur la sécurité, c'est le volet juridique, c'est le lien juridique que vous liez avec vos partenaires, notamment au niveau des SI. Exemple, vous avez votre entreprise, vous faites appel, par exemple, dans votre cas, à une entreprise qui va faire l'infogérance de votre site e-commerce. Très bien, cette entreprise se fait pirater et vous perdez votre site. Qui est responsable?
est-ce que vous pouvez vous retourner contre cette entreprise-là ou pas? Si vous n'avez rien dans votre contrat, ben non, vous ne pourrez pas. Et ça, beaucoup de petits sites l'ont constaté avec l'incendie chez OVH. Olivier veut intervenir. Ouais, non, mais ça c'est, j'allais dire justement l'incendie chez OVH, parce que nous, on avait cette chance-là, c'est que je crois que c'était en mars, donc on avait été piraté en décembre, on a externalisé la paye avec notre prestataire de paye, qui était donc chez OVH, on avait pris soin de vérifier les contrats, donc il était bien avec une réplication de data center à data center, etc. La seule chose qu'on n'avait pas regardé, c'était où se trouvaient les deux data centers. Sauf que les deux data centers, en fait, ils étaient porte à porte. Donc quand ça a brûlé, les deux data centers ont brûlé. Alors qu'il y avait une option qu'ils ne proposaient pas parce qu'elle était hors de prix aux petites PME, comme la PME qui gère notre paye, c'était l'option effectivement externalisation avec une distance physique, et qu'on a prise maintenant évidemment, et on a en plus maintenant un backup chez l'éditeur, etc. Mais du coup, on s'est retrouvé quand même dans une zone de flottement où OVH disait on attend, on ne sait pas. Et c'est vrai que quand c'est le chaos comme ça, on pense toujours que ça ne va jamais arriver, mais OVH, qui est quand même un gros player, disait je ne sais pas. Et ça, c'est complètement insupportable quoi, pour un gars qui gère une société avec des payes, qui avait peut-être, je ne sais pas, une 10, 20 ou 30 entreprises en gestion de paye en SaaS. La réponse, c'est est-ce qu'on va récupérer, est-ce que les sauvegardes, je ne sais pas. Et les sauvegardes, elles étaient externalisées, mais dans le data center qui a brûlé aussi. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Et effectivement, aujourd'hui, et c'est ce que je disais, nous, on adopte une posture de doute systématique. Et typiquement, un prestataire qui affirme que son système est infaillible, inattaquable, redondé, mirroré, tout ce qu'on veut, et que du coup, c'est zéro qu'on peut signer, nous, on va partir en courant aujourd'hui. Hein. On préfère un prestataire qui va nous décrire précisément les risques auxquels il est exposé et qui va nous mettre concrètement, qui va nous expliquer concrètement ce qu'il a mis en œuvre pour s'en prémunir. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir repartir sereinement, signer un contrat dans lequel, qui en termes de contenu, sera et rassurant et utilisable en cas de problème. Parce que aujourd'hui, on craint rien, j'ai tout prévu, ça vaut plus rien du tout, quoi. Vous mettez l'accent en parlant de la cybersécurité, ce ne sont pas que les hackers, il y a aussi des problématiques de sécurité type des feux dans un data center, le risque climatique. La cybersécurité, c'est de la sécurité, comme tu dis, la mesure de risque, le risque qui peut venir d'un point de vue malveillant, naturel ou accidentel, en fait. Et au final, c'est un des sujets à prendre en compte. Et si je peux me permettre de faire un peu la transition avec le colonel O'Haro pour la notion de la gestion de risque, la notion du juridique, la notion de la répression, est-ce qu'elle peut aussi nous donner son point de vue sur ces points-là et quelle posture, quel message à la gendarmerie? Votre micro est coupé, colonel. Vous m'entendez? Très bien. Donc, merci de me donner la parole. Juste, je reviens sur une phrase qui a été dite tout à l'heure en disant que quand est-ce qu'on va être attaqué? Oui, effectivement, on est attaqué tous les jours. Vous en rendez pas compte, mais on a en fait des logiciels qui permettent de détecter ces attaques. Et quand vous avez la curiosité d'aller voir un petit peu ce qui a été déjoué, vous vous rendez compte que on est attaqué chaque jour avec des conséquences qui peuvent être plus ou moins dramatiques en fonction des structures et surtout de la politique de sécurité des systèmes d'information qui a été mis en œuvre dans l'entreprise. Alors cette politique, elle doit être obligatoire et ça doit faire partie en fait des prémices, notamment quand on a un réseau qui est connecté sur le web. Je pense à la dame qui a son e-commerce notamment, mais il n'y a pas qu'elle. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont hyper connectés parce que ça fonctionne comme ça. Le client ne se déplace plus, le client commande. Et un client qui commande, ce sont des données qui sont enregistrées. Des données, des identités, des données bancaires, des adresses et bien d'autres choses qui peuvent être très intéressantes pour les hackers. On ne s'en rend pas compte. Effectivement, on peut estimer qu'on n'est pas intéressant pour eux, mais aujourd'hui, tout se monnaie sur le blacknet, le dark web. Si j'ai un conseil, et vraiment un seul, c'est vérifier bien les informations que vous donnez. Alors, toute entreprise et tout particulier doit mettre en œuvre un ensemble de mesures. Il faut une politique de sécurité et de prévention pour une entreprise. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Partir effectivement du risque, dire qu'est-ce que je risque,
qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour contrer ce risque? Faire une reconnaissance des responsabilités vis-à-vis des employés. Vous parliez tout à l'heure de l'adhésion des employés par rapport au mot de passe. Il faut qu'ils soient intégrés dans le dispositif de prévention et de sécurité, comprendre que c'est leur entreprise ou leurs données qui sont en danger. Et à partir du moment où on a ce sentiment d'insécurité, vous verrez que les gens, finalement, vont avoir envie de s'intéresser un petit peu à la politique de sécurité et de prévention pour protéger leurs données, leur entreprise et donc leur avenir. Il y a des clauses également de sécurité à mettre en œuvre et un ensemble de recommandations, c'est ce qu'on peut mettre déjà en amont pour éviter des fuites et être attaqué. Il y a beaucoup de recommandations. Après, en fonction du statut et puis on va dire du statut, et puis si c'est un particulier ou une entreprise, les recommandations seront différentes parce que les moyens seront différents et les données à protéger seront différentes. Ensuite, il faut faire attention aux réseaux sociaux. Vous savez aujourd'hui que tout le monde a une image sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et autres, qui souvent sont interconnectés avec les réseaux professionnels et personnels. Donc là aussi, attention, vous avez des informations qui ne doivent pas être divulguées. C'est du bon sens, mais les informations vitales, le fonctionnement de l'entreprise, les comptes bancaires, on parlait tout à l'heure d'externaliser tout ce qui est paiement par carte bancaire avec le fait que les données ne soient plus enregistrées, c'est une obligation. Les informations stratégiques, les contrats, conventions, protocoles, toutes ces données qui sont vitales pour les entreprises ne doivent apparaître nulle part. Les informations nominatives, personnel, client, fournisseur. Voilà, il n'y a pas besoin de donner un nom en particulier avec le statut pour faciliter un petit peu le travail des hackers. Ça, ce sont toutes les mesures que vous pouvez prendre avant. Je suis désolée, c'est un peu dans le désordre, mais en fait, il y a tellement de choses qui ont été dites depuis le début que pour rattraper après, s'il y a des questions éventuelles, bien entendu, je me ferai un plaisir d'y répondre. Il y a quand même beaucoup de... Pardon? Il y a un sujet aussi qui a peut-être pour vous aider à qualifier aussi le propos, un sujet qui peut aussi être intéressant, c'est comment la gendarmerie peut nous accompagner, nous, en tant que chef d'entreprise, en amont et pendant et après l'attaque, en fait. Est-ce que vous avez un accompagnement spécifique des entreprises en cas d'attaque cyber? Oui. Donc, en amont, on a des référents en cybersécurité, ou plutôt en protection des systèmes d'information, si on utilise les termes qui sont les plus appropriés. Donc, ces recommandations que je vous donne un petit peu dans le désordre, en fait, on accompagne le dirigeant en expliquant un petit peu ce qui doit être mis en œuvre, sans jamais donner de nom de boîte ou de société. Je tiens à préciser qu'on n'a pas d'intérêt économique avec ces sociétés et qu'en l'occurrence, on ne pourra pas donner de nom. On pourra peut-être orienter sur des sociétés un peu plus solides que d'autres. Mais en l'occurrence, on fait un accompagnement avant, oui, parce qu'il y a des principes de base qu'il faut appliquer. Pendant, malheureusement, quand il y a une cyberattaque, il n'y a pas 36 000 choix pour tout débrancher. Il faut tout débrancher et vous avez un site qui est très bien fait, et on ne va pas se substituer aux sites qui sont très bien faits, c'est cybermalveillance.gouv.fr qui, sa mission elle est simple, c'est aider les entreprises. Aider les entreprises, les particuliers et les collectivités qui sont victimes de cybermalveillance. Il les informe, vous allez sur la page d'accueil, il va demander quel est votre problème, il va faire l'analyse et vous orienter, soit sur un conseil, soit sur des manipulations à effectuer. Quoi qu'il en soit, si vous êtes attaqué, il faut déposer plainte. Alors, on dit souvent que ça ne sert à rien, si, parce que si les choses sont bien faites, vous êtes assuré et le dépôt de plainte est obligatoire. Ensuite, nous, on investigue avec nos spécialistes sur les sites Internet de manière à pouvoir remonter les hackers, même si c'est une chose compliquée. Je ne vais pas vendre du rêve. Ils passent par plusieurs ordinateurs, donc ils ont des adresses IP qui sont modifiées. C'est très compliqué, mais au niveau central, notamment en métropole, on arrive quand même à remonter des filières quand même assez intéressantes. Et ensuite, après, le plus important, c'est de faire ce qu'on appelle un retour d'expérience. Retour d'expérience, pourquoi j'ai été attaqué? Comment se fait-il que j'ai été attaqué? Quelles sont les mesures que je dois prendre pour éviter une nouvelle attaque? J'aurai d'autres attaques, mais pour éviter une nouvelle attaque qui atteindra
le statut de ma société et qui m'immobilisera au complet, voire qui malheureusement évitera toute activité pendant un certain temps. Donc oui, la gendarmerie accompagne. Maintenant, il faut une volonté propre du dirigeant ou des salariés pour que cette politique de sécurité et de prévention soit mise en œuvre. Vous parliez d'assurance tout à l'heure. Toutes les assurances couvrent les cyberattaques. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? C'est une bonne question. Je ne peux pas vous éclairer là-dessus. Vous avez des spécialistes pour ça. Je ne prétends pas spécialiste en cybermalveillance, malheureusement, parce que c'est la cybercriminalité. Il y a de plus en plus d'assurances qui prennent en compte ce risque parce qu'aujourd'hui, on est hyper connecté. La mondialisation, elle n'est pas uniquement sur les transports, elle est aussi sur les systèmes de communication, sur les réseaux. Aujourd'hui, tout est médiatisé. À outrance, malheureusement. Si je peux me permettre, le fait de souscrire une assurance justement par rapport aux cyberattaques et notamment à tout ce qui est BitLockage, etc. C'est intéressant parce que du coup, il y a le cahier des charges à remplir pour être remboursé en cas de cyberattaque. Et le cahier des charges, il est très conséquent. Donc, respecter déjà ce cahier des charges, ça prémunit déjà pas mal des attaques, des potentielles attaques. Donc, on revient sur tout le processus de la cybersécurité. De ce que j'entends, il y a beaucoup d'anticipation à avoir. Avoir une assurance, de ce que j'ai compris, Olivier, qui soit dédiée à ce sujet et non pas juste la RC Pro basique qu'on peut souscrire. Et quand elle est souscrite, parce qu'en Guadeloupe, on n'a pas forcément cette habitude pour les petites entreprises de souscrire des RC Pro, mais donc avoir une assurance qui soit spécifique, un cahier des charges à remplir. Si on se fait cyberattaquer, colonel, il faut porter plainte. Peut-être qu'on a peur de porter plainte, on a peur de... Comment vous accompagner aussi sur ça? Parce qu'il doit y avoir les gens ne sont pas à l'aise avec ça, j'imagine. Déposer plainte, c'est très simple, c'est se présenter dans une gendarmerie ou faire le 17 en disant voilà, j'ai été victime de cyberattaque. On prend très au sérieux ce type de phénomène. Parce que justement, c'est une réalité. On est en Guadeloupe. Tout le monde a l'impression qu'on est protégé de tout parce qu'on est loin de tout, mais loin de là. Loin de là. Et la preuve en est, il y a quand même la région qui a été attaquée la semaine dernière avec des données nominatives, ce qui a entraîné le blocage de l'ensemble des services. On voit que, on va dire, le haut de l'iceberg. Ça a des conséquences qui peuvent être dramatiques dans la foulée parce que la région accorde des aides. La région a un compte bancaire. Ce sont des cotisations, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, ça a touché la région. Pardon? C'est l'octroi de mer, le compte bancaire de la région. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais en l'occurrence, il ne faut pas prendre la cybercriminalité comme anodine et surtout penser que ça n'arrive qu'aux autres. Donc, la gendarmerie, vous avez des brigades partout. Vous avez 3 collaborateurs dédiés aux questions de la cybersécurité de mémoire. 2 ou 3 collaborateurs. En gendarmerie? Oui, sur le territoire. Ils sont à Saint-Claude. Ils sont à Saint-Claude, c'est ça? Oui. Ce sont des spécialistes des systèmes d'information qui sont formés justement à la cybercriminalité. L'ensemble des gendarmes ont une formation, du moins une information, parce que dire que c'est une formation complète, ça serait un petit peu abusé. On a une information, une sensibilisation sur ces menaces de manière à pouvoir répondre au mieux aux sollicitations. Mais on a des spécialistes effectivement sur Saint-Claude. Donc, ils sont sur le territoire. C'est ce qui est important aussi de passer comme message. On a des spécialistes qui sont aussi bien dans le privé que dans le public sur ce sujet et qui sont présents pour accompagner en toute proximité avec les chefs d'entreprise locaux. Peut-être qu'on va laisser la parole à... Juste par rapport en fait à la question de cyberassurance, si tu me permets, Alix, juste très rapidement, juste pour dire que la cyberassurance, ça ne va pas dédouaner les entreprises de faire de la sécurité. Et je dirais même que bien au contraire. C'est comme une assurance de maison. Si vous assurez, si votre assureur accepte de vous assurer et que vous ne mettez pas une alarme ou une porte, bon, c'est un peu moins valable, enfin je ne sais pas, d'ailleurs c'est valable chez nous ou pas, une porte 3 points ou un certain nombre d'éléments de sécurité, eh bien le jour où vous avez un problème,
eh bien, ce sera tout simplement pour votre pomme. C'est comme si vous mettez le feu chez vous et vous plaignez effectivement d'un incendie. Donc, ce qui est important, effectivement, oui, parce que beaucoup de personnes ont réagi sur le fait que le Sénat, qui a été voté une loi pour ne pas autoriser, mais ne pas interdire les assurances à rembourser les paiements des rançons, sauf que pour qu'ils le fassent, ça sous-entend qu'un minimum de choses soient faites en sécurité. Et je dis bien un minimum. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il faut ne surtout pas oublier que la réglementation avance et avance, entre guillemets, quasiment à marche forcée. L'Europe a déjà prévu une nouvelle, je ne sais pas si c'est une directive ou un règlement, mais sur la sécurité, notamment pour tous ceux qui interviennent, tous ceux qui développent des outils particuliers, non pardon, pas des outils particuliers, mais des outils sensibles, tous ceux également qui sont dans les objets embarqués ou les IoT. Donc vraiment, la réglementation se renforce. Et il y a un point très clairement où on prête le flanc sur nos territoires, c'est la protection des données et de la vie privée. Pour beaucoup d'entreprises, ça reste, pour être gentil, je veux dire, un concept, et pour d'autres, lettre morte. Le fameux RGPD, il faut rappeler que l'amende est de 4% du chiffre d'affaires et de quelques milliers, voire millions d'euros. Je pense que pour la plupart des entreprises, on ne montrerait pas à 4% du chiffre d'affaires, mais 10 ou 20 millions, c'est déjà pas mal, hein. Ça dépend en fait du chiffre d'affaires qui est réalisé, mais entre 10 millions et 20 millions d'euros d'amende, ça peut être déjà pas mal. Ça peut vraiment déjà faire très très mal. Mais moi, ce que je veux vraiment souligner là-dessus, c'est que lorsqu'on parle de protection des données, on ne parle pas juste au niveau juridique. Comment vous stockez les données qui les stocke, comment vous y accédez, qui peut y accéder. Et je veux juste rappeler également une chose également, puisque ça a été indiqué par le lieutenant-colonel, que la région a été piratée. Moi, je veux juste rappeler que la région, c'est pas le premier gros opérateur à avoir été piraté. Je rappelle quand même qu'on a connu le piratage des eaux claires. Les eaux claires en 2019, ils ont tout perdu. Et là, on parle de données de santé. On parle de personnes qui ont fait un scanner, et lorsqu'ils sont revenus chercher leur scanner, déjà on leur a dit patientez s'il vous plaît. Et ensuite, on leur dit ben j'ai pas. Voilà, ça prête à sourire, mais il y a des enjeux financiers derrière tout ça qui peuvent être très importants. Ils ont peut-être de la chance que personne n'ait porté plainte, mais donc voilà en tout cas ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait vraiment une véritable prise de conscience. Et l'agence qui a été créée là, c'est vraiment le relais de l'ANSSI, que ce soit pour les alertes, que ce soit parce qu'il y a des très gros projets qui vont être portés. Et l'une des différences qu'il va y avoir dans le projet, l'ANSSI suit particulièrement notre projet puisqu'on est le premier territoire à avoir lancé un tel projet. C'est pourquoi? Tout simplement parce que c'est la première fois qu'on va faire de la cybersécurité en incluant l'ensemble de l'écosystème. Il n'y aura pas que l'État, il n'y a pas que les collectivités, il y a également des entreprises. Ça veut dire que dès lors que l'on va poser un sujet sur la table, par exemple, il y a la question de définir un label de confiance numérique, et la question également d'identifier les opérateurs territoriaux de services majeurs. Donc, en gros, notre territoire, de qui a-t-il besoin, qui est majeur pour son fonctionnement? Eh bien, si les entreprises n'y participent pas, il ne faudra pas qu'elles s'étonnent de voir d'être désignées. Je pense que lorsqu'on est face à une évolution, vaut mieux l'accompagner que lutter contre. Puisque lorsqu'on lutte contre quelque chose qui est inévitable, à un moment, le mur y casse et on n'est pas prêt à y faire face. Voilà. On revient sur cette notion de préparation, d'anticipation. Pour conclure, peut-être qu'on peut donner la parole aux participants qui auraient des questions fort de tout ce qui a été abordé, à part si vous avez été trop parfait et que vous avez abordé tous les prises, à tous les trois. Il n'y a pas de main qui se lève. Donc vous avez été vraiment très clair. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Donner la parole au lieutenant-colonel. Anticiper et anticiper. Ah, il y a Mme Sozo-Puberno qui a une question. Si, bien entendu, mes coordonnées sont disponibles au niveau de l'UDEF. S'il y a des questions particulières, si des chefs d'entreprise veulent des conseils, un accompagnement, voire même un diagnostic,
qu'ils n'hésitent pas, nos services sont gratuits. Je veux bien, parce que quand je vois sur le site internet les fameux RGDP, excusez-moi, voilà, RGDP, les données personnelles, j'ai un peu pour moi, même si je l'ai notifié, je l'ai bien marqué sur mon site, j'aurais bien voulu m'assurer pour éviter, parce que je ne fais pas effectivement des chiffres d'affaires énormes pour le moment, parce que ma société est émergente, mais savoir exactement si je suis dans le bon droit, savoir comment je peux m'y prendre pour pouvoir ne pas faire avoir des problèmes par rapport aux données de mes clients. Donc voilà, c'est vrai que vous avez répondu à ma question par info. Je prendrai les éléments et je vous contacterai pour être dans la légalité, entre guillemets, en espérant que je le sois déjà. Voilà, c'était ça ma question. Vous avez répondu avant que je vous pose la question. N'hésitez pas à contacter Pauline qui a les coordonnées de l'ensemble des participants du webinaire qui saura vous mettre en relation si nécessaire. Olivier, Cédric, pour conclure. Pas pour conclure, mais après, effectivement, le mieux pour commencer, à mon avis, moi, si c'était à refaire, ce serait de faire ce qu'on a fait, c'est de contractualiser avec un expert en cybercriminalité et de lui donner une mission, en fait, d'audit, où alors on peut aller à différents degrés de profondeur. Le plus, je dirais, le plus parlant, et ce qu'on a fait, nous, justement, pour éprouver, en fait, notre nouvelle infrastructure, c'est qu'on a souscrit à une mission, en fait, d'intrusion, hein, donc intrusion externe, intrusion interne, qui a été plutôt positive dans le bon sens. Et alors après, c'était pas non plus, j'allais dire très compliqué. Si, ça a été quand même compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a tout fermé. Alors là, on a fait les ayatollahs après la cyberattaque. Hein, c'est ce que disait Madame lieutenant-colonel, c'est que d'abord on ferme tout, et puis après, une fois qu'on a reconstruit l'intérieur, on réouvre. Et à chaque fois qu'on réouvre, eh bien, on audite le tuyau pour savoir si potentiellement ce tuyau, il porte en lui quelque chose de dysfonctionnel, et on y remédie, ou on met les outils pour le superviser. Mais ça, je pense que c'est une bonne première démarche, c'est effectivement de contacter les professionnels, d'exposer son infrastructure. Déjà, ça permet de faire pour le chef d'entreprise, c'est bien que ce soit le chef d'entreprise ou accompagné de son DSI s'il en a un, mais parce que ça va lui permettre de se rendre compte s'il a la maîtrise de son réseau et de son infra. Et souvent, si on demande à un chef d'entreprise de faire une petite cartographie, ne serait-ce qu'une cartographie macro, à la fois de son système logiciel, des interactions et de son réseau, il y en a un bout chez Intel parce qu'il fait les caméras de vidéosurveillance, il y en a un bout chez Intel parce que c'est lui qui a mis les switches, il y en a un bout chez Intel parce qu'il nous a paramétré les firewalls, et il n'y a pas forcément de cohérence dans tout ça. Donc ça permet déjà aussi de poser tout ça, parce que quelqu'un qui va faire une mission de pénétration va forcément avoir besoin de ces éléments-là, d'intrusion. Et puis derrière, effectivement, le diagnostic, en tout cas ce qui va ressortir de cette prestation, va forcément être hyper enrichissant et surtout porteur d'actions concrètes face au risque. Ce que tu rappelles là, le fait que le chef d'entreprise reste le garant de la responsabilité de la pérennité de son entreprise, responsabilité pénale, juridique et informatique de son entreprise. Donc oui, le chef d'entreprise doit être impliqué sur toute la chaîne. On a des acteurs sur le territoire qui peuvent déjà, pour les TPE et les PME de nos territoires, nous amener une première réponse. Il y a la gendarmerie, bien sûr, et il y a l'Agence caribéenne de cybersécurité, qui sont deux acteurs en termes de prévention du risque cyber, qui sont présents, je pense, et je vous remercie tous les deux pour cela, pour vos interventions. Je te remercie, Olivier, pour ce retour d'expérience. 2 ans plus tard, c'est important. On en parlait tout à l'heure, Cédric le disait, c'est important. On a tous dit le retexte, il est important. J'espère qu'on a pu répondre à certaines interrogations des participants. Ceux qui ont d'autres questions, n'hésitez pas, et nous vous mettrons en contact principalement avec l'Agence caribéenne de cybersécurité, avec la gendarmerie. On ne va pas trop déranger Olivier, qui roule sous le travail pour d'autres sujets. Merci à tous. Merci beaucoup.
Merci à tous. Merci. Au revoir. À Merci très Alix. bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, bientôt. bonne journée tout le monde, merci.